Mon fils était parti travailler à l'étranger depuis au moins 2 ans. C'est ce que me disait ma belle-fille. Amélie était toujours si attentionnée, presque trop. Mais un samedi matin, au marché de Bercy, un livreur glissa un paquet dans mes mains et murmura « Êtes-vous le père de Thomas ?» Quand j'acquiesçai, il regarda nerveusement autour de lui. « Je ne peux plus garder ça. Regardez-le seul. » Je rentrai chez moi et l'ouvris sur ma table de cuisine. Ce que je trouvais à l'intérieur me fit tourner la tête. Je m'appelle Pierre Moreau, et pendant 3 ans, 2 mois et 8 jours, j'avais dit à tout le monde que mon fils Thomas prospérait outre-mer grâce à sa carrière de consultant. Sa femme, Amélie, l'expliquait avec une aisance pratiquée chaque fois que quelqu'un demandait. Je voulais la croire. Dieu sait que j'ai essayé. J'examinais des pommes au marché quand j'ai senti quelqu'un m'observer. Monsieur Moreau. La voix appartenait à un homme dans la trentaine, portant un uniforme de société de livraison, le visage pâle. Ses mains tremblaient tandis qu'il me tendait un paquet enveloppé de papier brun. « Vous êtes le père de Thomas Moreau. » En effet, je posai mon panier. « Est-ce que je vous connais ?»« Non, monsieur, je m'appelle Julien Rousseau. » Il jeta un coup d'œil autour du marché bondé. « Je fais des livraisons pour quelqu'un et j'ai vu votre fils et... » Sa voix tomba à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne peux plus garder ça. La vérité compte, monsieur Moreau. » Il pressa le paquet dans mes mains avec une urgence soudaine, puis recula. « Je suis désolé. J'ai essayé de faire ce qui était juste. Mais j'ai une famille. » Il disparut dans la foule du samedi avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire. J'arrivai à ma voiture avant que mes mains ne commencent à trembler. Le paquet était posé sur le siège passager. Papier brun anodin, dissimulant ce qui avait poussé un étranger à me chercher avec la peur dans les yeux. Je conduisis les 15 kilomètres jusqu'à chez moi en pilotage automatique, l'esprit en ébullition. La propriété se dressait au bout d'une longue allée de gravier, entourée de 12 hectares que Rose et moi avions construit notre vie. Après son décès, il y a 2 ans, le silence était devenu un poids que je portais dans chaque coin vide. Je posai le paquet sur la table de cuisine, la même surface de chêne où nous avions partagé d'innombrables repas de famille, et forçai mes doigts à se stabiliser. À l'intérieur, je trouvai une clé USB, une lettre pliée et une photographie qui stoppa mon cœur. La photographie montrait Thomas, indéniablement mon fils, malgré les creux émaciés de ses joues et le regard hanté dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Il se tenait devant un mur de béton tenant un journal. La date était visible. 14 avril de cette année, il y a 6 mois. Ce n'était pas un voyage d'affaires. Ce n'était ni Dubaï ni Singapour. La lettre dans ma main commençait simplement « Monsieur Moreau, je m'appelle Julien Rousseau. Je travaille pour Transport Express. Et pendant la dernière année, j'ai effectué des livraisons à un établissement à l'extérieur de Paris pour le compte de votre belle-fille. » Je regardais à nouveau la photographie, puis la clé USB posée sur ma table de cuisine, comme une arme chargée. La photographie montrait mon fils debout, devant un mur de béton tenant un journal daté d'il y a 6 mois. Il n'était pas à Dubaï. Il n'avait jamais quitté l'Île-de-France. Pendant un long moment, je fixai simplement la photographie. Puis mes mains se stabilisèrent et j'atteignis la clé USB. Le vieil ordinateur portable de Rose était posé dans un coin de la table de cuisine. Je l'allumai et insérai la clé. 6 fichiers vidéo apparurent à l'écran, chacun étiqueté avec des dates s'étalant sur les 14 derniers mois. Je cliquai sur le premier. Ma cuisine se matérialisa, la même pièce où j'étais assis maintenant, filmée sous un angle près du plafond. L'horodatage montrait novembre dernier, mardi après-midi. Je regardais Amélie entrer par la porte arrière en utilisant sa clé, se diriger directement vers l'armoire où je gardais les documents financiers et photographier page après page avec son téléphone. 4 minutes plus tard, elle était partie. La deuxième vidéo montrait le bureau de Rose, Amélie fouillant dans les dossiers que ma femme avait méticuleusement organisés, photographiant les déclarations d'impôts et les actes de propriété. La troisième la surprenait au sous-sol, fouillant des boîtes de stockage. Chaque vidéo révélait le même modèle méthodique. Amélie se déplaçant dans ma maison comme une professionnelle, documentant systématiquement tout ce qui concernait la propriété ou nos biens. Mon choc initial se durcit en quelque chose de plus froid.
Je déplia complètement la lettre de Julien Rousseau. Son écriture était serrée, urgente. Monsieur Moreau, pendant la dernière année, j'ai effectué des livraisons à un établissement à l'extérieur de Paris pour votre belle-fille. Il y a 3 semaines, j'ai vu votre fils à travers une fenêtre lors d'une livraison. Il m'a regardé avec cette reconnaissance, pas de moi, mais du monde extérieur lui-même, comme un prisonnier apercevant la lumière du jour. Julien décrivait comment il avait commencé à poser des questions, à reconstituer ce qui se passait vraiment. Thomas ne voyageait pas. Il avait été interné, tout ce temps. J'ai une famille. On m'a averti de ne pas m'en mêler. Mais votre fils a besoin d'aide que je ne peux pas lui donner. Quelqu'un doit savoir. J'ouvris le dernier fichier sur la clé USB. Un rapport médical, clinique et précis. Patient Thomas Jean Moreau. Établissement. Centre de soins. Les Cèdres, 47 avenue de Fontainebleau, Créteil. Diagnostic. Traumatisme crânien sévère. Déficience cognitive nécessitant une supervision continue. Tutrice légale. Amélie Dubois. Restriction de visite. Approbation du tuteur requise. La date d'admission m'arrêta net. Il y a 3 ans, 2 mois et 9 jours. Un jour après que Thomas avait supposément quitté pour sa première mission à Dubaï. Amélie avait obtenu la tutelle légale pendant que je disais aux voisins que mon fils construisait sa carrière à l'étranger. Elle l'avait enfermé dans un établissement à moins d'1 heure de ma propriété. Et pendant 3 ans, elle avait systématiquement fouillé ma maison, photographié des documents, cherchant quelque chose. Mais quoi? Je restais assis dans la cuisine qui s'assombrissait, l'ordinateur portable de Rose luisant devant moi, et compris l'étendue de la tromperie. Mon fils n'était pas à l'étranger. Il avait été emprisonné, sa vie volée, tandis que sa femme maintenait le mensonge parfait et chassait dans ma maison pour ce qui compléterait son plan. Demain, je verrai Amélie quand elle déposerait les enfants. Demain, je devrais la regarder dans les yeux et prétendre ne rien savoir. Mes mains ne tremblaient en plus. La peur s'était consumée, ne laissant qu'un objectif froid et clair. Le lendemain matin, mon téléphone vibra. « Amélie, Pierre, peux-tu garder Léa et Hugo aujourd'hui? Quelque chose est arrivé. » Je répondis avec des doigts fermes. Bien sûr, ravi de les avoir. Dans l'heure, mes petits-enfants débarquèrent par la porte. Hugo, 6 ans, se jeta sur mes jambes, serrant le vieux camion jouet qui avait autrefois appartenu à Thomas. Léa resta en arrière, 8 ans, et déjà trop perceptive, étudiant mon visage avec des yeux sombres qu'elle avait hérités de son père. « Qui veut faire des biscuits ?» Je les menai dans la cuisine où Rose avait appris à Thomas à faire de la pâtisserie. Nous mélangeâmes farine et sucre. Hugo bavardait sans arrêt, mais Léa restait silencieuse. « Papy ?» Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « Quand papa rentre-t-il à la maison ?» La cuillère en bois resta dans ma main. Je pensais à la photographie, le visage émacié de Thomas, ses yeux hantés. 3 ans volés pendant que je croyais aux mensonges d'Amélie. Ton papa t'aime beaucoup, ma chérie. Peu importe où il est, cela ne change jamais. Maman dit qu'il est trop occupé pour appeler. L'enthousiasme d'Hugo s'atténua. Papa nous a-t-il oubliés? Je m'agenouillai, les tirant tous les deux près de moi. Jamais. Votre père ne vous oublierait jamais. Je vous le promets. Après le déjeuner, ils jouèrent dans la cour, tandis que je regardais depuis la véranda. Hugo courut dans l'herbe haute avec son camion. Léa s'assit sous le pommier de Rose, dessinant dans son carnet. Quand elle me montra plus tard, c'était notre famille, en bonshommes bâtons, se tenant la main. Mais celui étiqueté papa se tenait à part, séparé par une ligne sombre à travers la page. Amélie arriva à 6 heures, parfaitement composée en jean de créateur et cachemire. « Merci beaucoup, Pierre. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. N'importe quand. Ce sont de bons enfants. » Elle s'attarda à la porte et je reconnus le changement, la préparation subtile pour ce qu'elle était vraiment venue dire. Au fait, j'aide Thomas à résoudre quelques questions d'investissement à distance. Je pensais que Rose aurait pu garder des copies de certains documents financiers, d'anciens registres de propriété, peut-être des papiers de fiducie. Voilà, la vraie raison pour laquelle elle avait besoin que je garde les enfants. Je gardais mon visage neutre. Je ne suis pas sûr de ce que j'ai. Je peux regarder si tu veux. Le soulagement traversa son visage. Ce serait merveilleux.
Pas pressé. Peut-être pourrais-je passer la semaine prochaine et nous pourrions regarder ensemble. Bien sûr. Après qu'elle soit partie avec les enfants, je restais seul dans ma cuisine, la compréhension se cristallisant. Amélie avait fouillé ma maison pendant 3 ans, photographié chaque document qu'elle pouvait trouver, mais n'avait toujours pas localisé ce dont elle avait besoin. Maintenant, elle demandait directement, et je venais d'accepter de l'aider à le trouver. Mais il y avait un endroit qu'elle ne connaissait pas, un endroit que j'avais presque oublié moi-même. Rose avait toujours été méticuleuse avec les papiers importants. Après son décès, j'avais trouvé une petite clé dans le tiroir de son bureau avec une étiquette indiquant « Crédit agricole Vincennes coffre 247 ». À l'époque, je l'avais mise de côté, trop affligée pour m'occuper de paperasserie. Demain, j'irai à cette banque et verrai ce que ma femme avait caché, ce qu'elle avait gardé secret, même de moi. Quoi qu'Amélie cherchait, Rose s'était assurée que cela reste hors de sa portée. Le lundi matin arriva trop vite. Je me tenais devant le Crédit agricole de Vincennes à 9 heures précises, serrant la petite clé que j'avais trouvée dans le tiroir de Rose. Une clé que j'avais oubliée jusqu'à ce que les questions d'Amélie me rappellent qu'elle existait. La jeune employée sourit plaisamment, tandis que j'approchais. « Bonjour, monsieur Moreau. Comment puis-je vous aider ? J'ai besoin d'accéder au coffre-fort de feu ma femme. » Je glissai la clé sur le comptoir avec ma pièce d'identité. Elle vérifia son ordinateur, acquiesça et me mena à travers la lourde porte du coffre-fort dans une salle de consultation privée. La boîte métallique glissa facilement, plus lourde que je ne m'attendais. À l'intérieur, je trouvai un document légal intitulé « Fiducie familiale Moreau, confidentiel », une enveloppe scellée marquée « Pour Pierre » et des copies d'actes de propriété et de registres financiers. Mes mains tremblaient tandis que j'ouvrais d'abord l'enveloppe. L'écriture familière de Rose remplissait les pages, datées de 6 mois avant son décès. « Mon très cher Pierre, si tu lis ceci, je ne suis plus là. Et je prie pour que tu n'aies jamais eu besoin de le trouver. Mais j'ai appris à faire confiance à mes instincts. Et mes instincts concernant Amélie me troublent depuis des années. J'ai remarqué des choses, petites au début, des mensonges sur où elle était, de l'argent qui ne correspond pas à son salaire. La façon dont elle regarde Thomas quand elle pense que personne ne regarde. Pas avec amour, mais avec calcul. J'ai créé cette fiducie sans le dire à personne sauf à Maître Lenoir. Elle protège Thomas et les enfants. Si quelque chose arrive à Thomas, si Amélie essaie de contrôler ses biens ou les nôtres, ce document l'empêche. La propriété, la terre, tout reste en fiducie pour Thomas et les enfants, géré par toi. Elle n'obtient rien. Batte-toi pour notre fils, Pierre. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tout mon amour, Rose. Je restais assis dans cette petite salle de banque, la lettre de Rose dans mes mains, et sentis quelque chose se briser à l'intérieur de ma poitrine. Ma femme avait su. D'une façon ou d'une autre, elle avait senti le danger avant nous tous, et elle avait essayé de nous protéger depuis l'au-delà. 20 minutes plus tard, je fis irruption dans le bureau de Maître Lenoir au centre-ville. Le vieux juriste leva les yeux de son bureau, l'inquiétude gravant ses traits quand il vit mon visage. « Pierre, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je déballai tout. Le paquet de Julien Rousseau, les vidéos, le rapport médical, Thomas emprisonné au Cèdre, la tutelle d'Amélie, sa fouille systématique de ma maison. Maître Lenoir écouta sans interrompre, son expression s'assombrissant à chaque révélation. « Rose est venue me voir il y a 3 ans, dit-il finalement, tirant un dossier de son cabinet. Juste après son diagnostic, elle s'inquiétait de quelque chose, mais ne voulait pas dire exactement quoi. Cette fiducie est en béton armé, Pierre. Elle remplace tout. Amélie n'a accès ni à vos biens, ni à l'héritage de Thomas. Peut-elle la contester ? Elle peut essayer, mais Rose était saine d'esprit quand elle l'a créée. Il marqua une pause. Cependant, si ce que vous me dites est vrai, si Amélie a obtenu la tutelle par fraude, elle a commis plusieurs crimes. Nous avons besoin de preuves plus solides. Il ouvrit le tiroir de son bureau et sortit une carte de visite. Marc Dubois, ancien DGSI. S'il y a quelqu'un qui peut obtenir les preuves dont nous avons besoin, c'est lui. Je pris la carte, étudiant le texte simple. Je vais l'appeler. Pierre, la voix de Maître Lenoir était grave. Ces gens sont dangereux. Une journaliste a commencé à poser des questions sur des établissements comme les Cèdres il y a 6 mois. L'article a disparu du site web dans les 48 heures.
2 semaines plus tard, elle est morte dans un délit de fuite. L'affaire n'a jamais été résolue. Ce soir-là, Marc Dubois apparut à ma propriété après la tombée de la nuit, se déplaçant comme un homme habitué au danger. Il avait balayé ma propriété à la recherche de dispositifs de surveillance avant de frapper. « Pas de micro que j'ai pu trouver », dit-il en guise de salutation. « Mais supposez que vous êtes surveillé de toute façon. » À l'intérieur, je déballais tout, tandis que Marc examinait les vidéos, le rapport médical, la lettre de Julien Rousseau. Son visage resta impassible jusqu'à ce que je mentionne Thomas au cèdre. « C'est plus gros que de la fraude familiale. » La voix de Marc était plate, professionnelle. Je connaissais Sophie Girard, la journaliste qui a enquêté sur ces établissements. Elle était prudente, minutieuse. Elle a publié un article sur l'exploitation de tutelle avant qu'il ne disparaisse du site web dans les 48 heures. 2 semaines plus tard, délit de fuite sur l'A6. Chauffeur, jamais trouvé. Il croisa mon regard. S'ils ont tué une journaliste pour avoir posé des questions, ils n'hésiteront pas avec un propriétaire terrien qui fait pareil. Marc décrivit ce qu'il appelait la sécurité opérationnelle, liquide seulement pour tout ce qui concernait l'enquête. Pas de discussion téléphonique sur l'affaire. Explication innocente pour toute activité inhabituelle. Ne faire confiance à personne. Je vais commencer par les cèdres, me faire passer pour un membre de la famille cherchant à placer un parent. Entrer à l'intérieur, évaluer la situation. Mais cela prend du temps, et s'il vous surveille, nous devons être intelligents sur chaque mouvement. Après son départ, je restais assis dans l'obscurité de ma cuisine, comprenant pour la première fois que je ne me battais pas seulement contre Amélie. Je me battais contre quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus impitoyable. Le lendemain matin, mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Arrêtez de poser des questions sur Thomas Moreau. C'est votre seul avertissement. Je le transmis à Marc sans répondre. Cet après-midi-là, Amélie se présenta à l'improviste, parfaitement composée dans un blazer sur mesure. J'étais dans le coin. J'ai trouvé quelques formulaires, juste une autorisation de dossier médical pour la coordination des soins de Thomas. Pourriez-vous signer ici ? Je pris les papiers, mais ne les ouvris pas. Je vais faire réviser ça par Maître Lenoir d'abord. Son sourire se crispa. Votre avocat, Pierre, c'est juste de la paperasserie standard. Je ne signe rien sans révision légale. Quelque chose traversa son visage. Du calcul, peut-être de la colère, avant que le masque ne revienne. Bien sûr, prenez votre temps. Après son départ, j'appelai Maître Lenoir. Il me demanda de scanner le formulaire et de l'envoyer. 20 minutes plus tard, il rappela. Ne signez pas ça. Cela donnerait à ses avocats accès à tous vos dossiers médicaux. Ils pourraient sélectionner n'importe quoi pour soutenir une revendication d'incompétence. Elle construit un dossier contre moi. J'ai peur que ce soit pire que ça. Mercredi matin à 9h15, un coursier livra un document officiel. Pétition pour évaluation de compétences. Amélie Dubois demande au tribunal de déterminer que Pierre Moreau est incapable de gérer ses propres affaires en raison d'oubli croissant, de rendez-vous manqués, d'accusations paranoïaques contre les membres de la famille. Déclaration jointe du docteur Sage, notant que j'avais semblé distrait lors de rendez-vous récents. Le chagrin pour Rose tordu en preuve de déclin. L'audience était prévue dans 3 semaines. Si elle gagnait, Amélie contrôlerait tout. Ma propriété, mes finances, ma liberté de me battre pour Thomas. Elle ferait de moi exactement ce qu'elle avait fait de mon fils. Un prisonnier de sa tutelle. J'appelai immédiatement Maître Lenoir. Elle essaie de me faire ce qu'elle a fait à Thomas. Sa voix était sombre quand il répondit. « Elle bouge plus vite que je ne m'y attendais, Pierre. C'est agressif. Nous avons besoin de preuves, solides, irréfutables, que la tutelle de Thomas était frauduleuse, et nous en avons besoin dans les 3 semaines. » Les jours se brouillèrent, dans un halo de préparation et d'effroi. Puis, 10 jours avant l'audience, Marc appela à l'aube. « Ouais, j'ai trouvé quelqu'un à l'intérieur, » dit-il sans préambule. « Elle est prête à parler. » À 6 heures ce matin-là, une femme au début de la trentaine se tenait dans ma cuisine, des cernes noires sous les yeux et une clé USB serrée dans sa main. Nathalie Petit. Elle avait travaillé au Cèdre pendant 4 ans comme infirmière diplômée, jusqu'à il y a 2 semaines, quand sa conscience avait finalement gagné. « Je ne peux pas témoigner, » dit-elle immédiatement, sa voix tendue. « J'ai une fille. J'ai vu ce qui est arrivé à cette journaliste qui posait des questions, mais j'ai fait des copies avant de partir. » Elle glissa la clé sur la table, comme si elle lui brûlait les doigts.
Derrière elle, Marc se tenait silencieux, surveillant les fenêtres. Thomas Moreau est listé comme traumatisme crânien sévère avec capacité diminuée, dit Nathalie. Mais ses notes de dossier ne correspondent pas à ce diagnostic. Ses évaluations cognitives montrent un fonctionnement normal. Ses signes vitaux sont stables. Il communique clairement avec le personnel quand on nous permet d'interagir avec lui, ce qui n'est pas souvent. Ma main trembla, tandis que je prenais la clé. Pourquoi les restrictions ? Dr Flynn Martial signe tout ce qu'Amélie demande. Contact minimal, pas d'appels extérieurs, temps de loisirs limité. La facturation passe à 4 500 € par mois. Mais le niveau de soins réel, elle secoua la tête. Peut-être 1 200 €. Le reste disparaît. Elle sortit des emails imprimés. Je reconnus le nom d'Amélie dans l'entête, celui du docteur Martial dans la réponse. Nous devons maintenir les restrictions nécessaires. Le contact familial reste déconseillé. Il y a des dizaines de cas comme Thomas au Cèdre, dit Nathalie doucement. Des gens qui pourraient rentrer chez eux. Des gens dont les familles ne savent même pas qu'ils sont là. C'est un système, monsieur Moreau, et votre fils s'y est fait prendre. Marc la raccompagna. Quand il revint, il me tendit un deuxième ensemble de documents. Des photos qu'il avait prises lors d'une reconnaissance nocturne de l'extérieur des Cèdres, plan d'étage, horaire d'équipe. Amélie organise un appel vidéo ce soir, dit-il. 18 h. Vous, Thomas et les petits-enfants. Elle pense que ça la fera bien paraître pour l'audience de compétences. Mais nous allons regarder votre fils très attentivement. Ce soir-là, le salon d'Amélie ressemblait à une scène. Léa et Hugo étaient assis à côté de moi sur le canapé, lavés et nerveux. L'écran de l'ordinateur portable vacilla, puis Thomas apparut. Il semblait plus mince que sur la photo de Julien, fatigué, mais ses yeux étaient sur les clairs. « Salut, papa » dit-il, sa voix rauque mais ferme. Léa et Hugo explosèrent en bavardage excités. Thomas leur sourit, demanda des nouvelles de l'école, de la propriété. Chaque réponse était lucide, appropriée, présente. Puis son regard se verrouilla sur le mien, et je vis le clignement délibéré, le léger tapotement de ses doigts contre sa poitrine, la micro-expression qui disait « Je suis là, je suis conscient, j'ai besoin que tu me vois ». Amélie planait au bord du cadre, surveillant. Thomas continua à parler aux enfants, garda sa voix légère, mais ses yeux ne quittèrent jamais les miens. Quand l'appel se termina, je restai assis dans le silence et compris que mon fils n'était pas malade. Il était piégé. Dimanche soir, Maître Lenoir appela avec les nouvelles. Julien Rousseau est mort. Accident de véhicule isolé sur l'A4, 3 jours après avoir livré un paquet mystérieux. La police a appelé ça de la fatigue au volant. Je savais mieux. L'audience était maintenant dans 9 jours. Nous avions nos preuves, mais je savais aussi le coup de dire la vérité et jusqu'où quelqu'un irait pour l'enterrer. Le matin de l'audience arriva froid et gris. Je conduisis seul vers Paris, quittant la propriété avant l'aube, le poids du document de fiducie de Rose et du sacrifice de Julien Rousseau pressant contre ma poitrine. Le tribunal de grande instance de Paris s'élevait des blocs du centre-ville comme un monument au jugement. À l'intérieur, la salle d'audience lambrissée semblait conçue pour intimider. Haut plafond, lumière fluorescente qui lavait tout pâle. Le banc du juge élevé comme un autel. Amélie était assise de l'autre côté de l'allée avec 3 avocats la flanquant. Maître Durand, son conseil principal, semblait cher et tranchant dans un costume anthracite. Amélie elle-même portait du bleu marine, une expression d'inquiétude soucieuse, la belle-fille dévouée forcée de prendre des décisions difficiles. À 9 h exactement, nous nous levâmes pour la juge Marie Lefort. Elle était au début de la soixantaine, cheveux gris tirés en arrière, des yeux qui ne ratèrent rien. Sa réputation la précédait, équitable mais intolérante au jeu. Maître Durand ouvrit avec de la sympathie pratiquée. « Votre honneur, nous sommes ici en raison de sérieuses inquiétudes concernant la compétence mentale déclinante de Pierre Moreau. Au cours des derniers mois, M. Moreau a montré de l'oubli, des rendez-vous médicaux manqués et fait des accusations paranoïaques contre sa belle-fille. Il prétend que son fils, qui reçoit les soins nécessaires pour un traumatisme crânien, est retenu captif. Il allègue que sa belle-fille aimante a cambriolé sa maison. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un capable de gérer une propriété de 12 hectares et des biens substantiels. Elle présenta des notes de médecin,
des rapports d'incidents. J'écoutais, tandis que chaque vérité que j'avais découverte était tordue en preuve de délire. Maître Lenoir se leva. « Votre honneur, Monsieur Moreau n'est pas incompétent. Il a découvert une conspiration criminelle et Madame Dubois tente de le faire taire de la même façon qu'elle a fait taire son fils. » Objection. La voix de Maître Durand claqua comme un fouet. La juge Lefort leva une main. « Je vais permettre. » « Continuez, Maître Lenoir. » Maître Lenoir installa son ordinateur portable avec un calme délibéré. « Votre honneur, voici des enregistrements de sécurité de la résidence de Monsieur Moreau. » La première vidéo remplit l'écran. Date tampon, novembre dernier. Amélie apparut utilisant sa propre clé, entrant pendant que j'étais absent. Elle se déplaça avec un but directement vers le classeur, photographiant des documents avec une efficacité méthodique. La salle d'audience remua. Une deuxième vidéo. Date différente, même modèle. Une troisième, quatrième, 6 vidéos au total, s'étalant sur 14 mois. Chaque fois que je quittais la propriété, Amélie était entrée, documentant, cherchant. Le visage d'Amélie se vida de couleur. Maître Durand s'agita. « Votre honneur, Madame Dubois a une clé. Elle était simplement inquiète du bien-être de son beau-père. Les vérifications de bien-être n'incluent pas la photographie de documents financiers et la fouille de papiers privés, coupa Maître Lenoir. C'était une intrusion calculée pour localiser quelque chose de spécifique. Il se tourna vers la juge. Votre honneur, la vérité est que Thomas Moreau n'est pas diminué. Sa tutelle a été obtenue par fraude. Nous avons des preuves médicales du personnel de l'établissement qu'il est pleinement lucide. Nous demandons que Thomas Moreau soit amené devant ce tribunal pour une évaluation psychiatrique indépendante. » Maître Durand explosa. « Objection. C'est inapproprié, hors du cadre. Thomas Moreau est gravement diminué. Le transporter causerait un traumatisme psychologique. » La juge Lefort abattit son marteau une fois. « Maître Durand, si Monsieur Moreau est aussi diminué que vous le prétendez, une évaluation le confirmera. Sinon, nous avons de sérieuses questions sur cette tutelle. » Elle regarda l'huissier. « J'ordonne que Thomas Moreau soit amené à ce tribunal immédiatement pour évaluation par un psychiatre désigné par le tribunal. Nous reprendrons à 14 heures. » Le marteau frappa l'acier contre le bois. La composure d'Amélie se fissura juste un moment, tandis qu'elle se penchait vers ses avocats, chuchotant urgemment. À exactement 14 heures, les portes du tribunal s'ouvrirent. Ils amenèrent Thomas dans un fauteuil roulant dont il n'avait pas besoin. Partie de la dernière performance d'Amélie. Il semblait mince, épuisé, mais ses yeux trouvèrent immédiatement les miens, flamboyants de reconnaissance et d'espoir féroce. Je n'avais pas vu mon fils depuis 3 ans, 2 mois et 8 jours. L'homme dans ce fauteuil n'était pas le fantôme qu'Amélie avait décrit. Il était piégé, mais il était présent. La juge Lefort acquiesça à l'huissier. « Faites entrer Dr Pierre. » Dr Alexandre Pierre, le psychiatre désigné par le tribunal, prit la barre avec l'autorité calme de quelqu'un qui traitait en fait, pas en manipulation. « Votre honneur, j'ai terminé mon évaluation de Thomas Moreau. Mes conclusions ? Monsieur Moreau est pleinement lucide. Il comprend sa situation, communique clairement et ne montre aucun signe de la déficience décrite dans les dossiers de l'établissement. Il ne nécessite pas de tuteur et devrait être autorisé à parler pour lui-même. À mon avis professionnel, son institutionnalisation continue n'a aucune base médicale. » Le tribunal explosa. La juge Lefort abattit son marteau. Maître Durand essaya d'objecter, mais la juge la coupa. Les références du docteur Pierre sont impeccables. « Monsieur Moreau, comprenez-vous pourquoi vous êtes ici ?» La voix de Thomas vint rauque de désuétude, mais claire. « Oui, votre honneur, je comprends. Ma femme a demandé une tutelle, prétendant que j'étais incompétent. Je comprends qu'elle essaie maintenant de faire la même chose à mon père, et je comprends qu'il est temps de dire la vérité. Alors, s'il vous plaît, faites-le. » Thomas prit une respiration. Je le regardais rassembler des forces d'une réserve que je ne savais pas qu'il avait encore. Il y a 3 ans, ma femme et moi nous sommes disputés à propos d'argent. J'ai un fonds fiduciaire que ma mère a établi avec des restrictions spécifiques sur l'accès. Amélie voulait que je brise ces restrictions, retire le capital immédiatement pour des investissements. J'ai refusé. Elle est devenue agressive, en colère. Nous étions debout près du haut des escaliers dans notre maison. Elle m'a poussé. Je suis tombé. Sa voix resta ferme, factuelle. Je me suis réveillé à l'hôpital,
avec une blessure à la tête, confus. Au moment où j'étais assez lucide pour comprendre ce qui s'était passé, elle avait obtenu la tutelle. Elle a dit au médecin que j'avais des délires, que j'étais violent. J'ai essayé de dire au personnel de l'établissement, mais Dr Flynn Martial l'a rejeté comme une fabrication post-traumatique. J'ai essayé de faire passer des messages, mais toute communication était surveillée, contrôlée. J'ai été en prison pendant 3 ans, votre honneur, enfermé pendant que ma femme vidait mes comptes et fouillait la maison de mon père pour des documents qui lui permettraient de tout contrôler. Maître Durand bondit sur ses pieds. C'est un faux souvenir typique de traumatisme crânien. Maître Lenoir se leva calmement. Votre honneur, il y a encore une pièce à conviction. Il fit signe à Marc. L'enregistrement se joua. Une conversation du couloir du tribunal, 90 minutes plus tôt pendant la suspension. La voix d'Amélie confrontant Pierre dans un moment qu'elle pensait privé. « Tu aurais dû signer ce dont j'avais besoin, Pierre. Tu aurais dû rester confus et docile. Thomas n'a jamais été assez bon, jamais assez ambitieux. Quand il est tombé dans ces escaliers, j'ai vu une opportunité. Protéger l'héritage de mes enfants de son incompétence, contrôler tout. Tu m'as forcé à des étapes que je ne voulais pas prendre. » La loi française sur le consentement d'une partie rendait l'enregistrement de Marc légal. Il avait fait partie de la conversation, se tenant à côté de Pierre tout le temps. Le tribunal devint silencieux. Le visage de la juge Lefort était granit. J'en ai assez entendu. La tutelle de Thomas Moreau est terminée avec effet immédiat. La pétition de Madame Dubois concernant Pierre Moreau est rejetée avec préjudice. Monsieur Moreau sera libéré des cèdres aujourd'hui. J'ordonne une enquête immédiate sur Madame Dubois pour fraude de tutelle, exploitation financière et possible tentative d'homicide. Cette cour est ajournée. Le marteau frappa comme le tonnerre. Tandis que le son résonnait, le visage d'Amélie devint exsangue. Ce soir-là, elle fut arrêtée à son domicile. Le début de la justice, mais pas encore la fin. 6 mois après le procès, Thomas et les enfants avaient emménagé à la propriété. La maison qui semblait creuse après la mort de Rose débordait maintenant de vie. Rire d'enfant, la voix de mon fils lisant des histoires du soir, le son de la guérison. Ce qui suivit le procès vint rapide et minutieux. Amélie fut condamnée pour plusieurs chefs d'accusation. Fraude de tutelle, exploitation financière, complot. 15 ans de prison, pas de libération anticipée. L'enquête sur les cèdres s'étendit comme un feu de forêt. Dr Flynn Martial et 3 membres du personnel arrêtés pour complot. 12 autres patients identifiés dans des circonstances similaires. Des gens cachés par des familles cherchant le contrôle des biens. Vies volées enfermées derrière des portes codées. Tous libérés, tutelle révisée. L'établissement fermé définitivement. Nathalie Petit reçut l'immunité en échange de son témoignage. Elle travaille maintenant pour un groupe de défense de réforme de tutelle. La famille de Julien Rousseau apprit la vérité sur ses actions héroïques. Je leur ai rendu visite personnellement, me suis assuré qu'ils sachent que leur mari et père avaient sauvé la vie de Thomas. Sans le courage de Julien, ce samedi matin au marché, mon fils serait toujours emprisonné. L'enquête sur la mort de Sophie Girard fut rouverte, bien qu'aucune accusation ne soit encore portée. Thomas rentra à la maison 3 jours après l'audience. Léa et Hugo, 1 semaine plus tard, après thérapie familiale. La transition fut la plus difficile pour les enfants. Leur mère en prison, leur père, quelqu'un dont ils se souvenaient à peine. Leur grand-père, qui avait semblé vieux, soudainement révélé comme un guerrier féroce. Mais graduellement, la guérison vint. Thomas reprit le travail de la propriété, réparant les clôtures, s'occupant du bétail, tâche que son corps se rappelait. Thérapie pour eux tous, reconstruisant les relations à travers de petits moments. Petit déjeuner aux crêpes, aide aux devoirs, histoire du soir que Thomas réapprenait à raconter. Léa lutta davantage, en colère contre sa mère, pleurant l'avenir qu'elle avait imaginé. Hugo se révéla plus résilient, plus jeune et adaptable. Dîners familiaux chaque soir, passant les plats, partageant les journées, recousant lentement ce qu'Amélie avait déchiré. Un soir d'automne, 6 mois écoulés, je m'assis sur la véranda, regardant le coucher de soleil se répandre sur mes champs. Thomas s'assit à côté de moi, Hugo sur ses genoux, Léa appuyée contre ma chaise. Les lucioles commencèrent leur danse.
Je ne t'ai jamais remercié correctement, dit Thomas doucement. De ne pas avoir abandonné, de croire quand tu ne pouvais même pas me parler. Je serrai l'épaule de mon fils. Tu es mon garçon. Abandonner n'a jamais été une option. À l'intérieur, la photo de Rose se dressait sur le manteau à côté de sa lettre encadrée. Des mots que j'avais mémorisés. « Batte-toi pour notre fils. Tu es plus fort que tu ne le penses. » Je l'avais fait. Non par la violence ou la richesse ou le pouvoir, mais en refusant d'accepter des mensonges confortables, en faisant confiance à l'instinct, en faisant un pas à la fois quand tout semblait impossible. La vérité avait gagné. La justice était venue. Pas bruyante, pas célébrée dans les journaux, mais ici dans le rire de mon fils, la guérison de mes petits-enfants, la propriété récupérée de ceux qui avaient essayé de la voler. « Papy, raconte-nous une histoire » demanda Léa. Je souris. Il était une fois un homme qui pensait tout comprendre de sa famille. Je leur racontais une version soigneusement éditée sur le père héroïque retenu prisonnier, le grand-père courageux qui se battit pour la vérité et la justice qui prévalut. Un jour, ils connaîtraient tous les détails. Ce soir, ils avaient besoin d'espoir. Les étoiles émergèrent, les lucioles brillèrent. Famille ensemble. C'était la victoire. C'était tout. En regardant cette histoire vraie en arrière, je vois un homme qui a presque tout perdu parce que j'ai choisi le confort plutôt que la vérité. Ne soyez pas comme moi. N'ignorez pas les signes d'alarme quand quelqu'un en qui vous avez confiance commence à contrôler le récit. N'attendez pas 3 ans pour poser les questions difficiles. Dieu nous a donné des instincts, pour une raison. Ce malaise que j'ai ressenti en regardant le sourire d'Amélie, qui n'atteignait jamais ses yeux. L'étrangeté des voyages soudains de Thomas. J'ai ignoré ces dons que Dieu avait plantés dans mon esprit parce que les confronter semblait trop dur. Cela a presque coûté mon fils. Voici ce que ces histoires de grand-père m'ont enseigné. Le mal prospère quand les bonnes personnes choisissent la commodité plutôt que le courage. Quand ce paquet est arrivé au marché, Dieu m'offrait une chance de me battre. J'aurais pu le rejeter, appeler ça une erreur, retourner à mon mensonge confortable. Au lieu de cela, j'ai choisi le chemin le plus dur et trouvé ma famille de l'autre côté. Cette histoire vraie n'est pas unique. En ce moment même, quelque part en France, une autre famille est déchirée par la fraude de tutelle, l'exploitation financière, quelqu'un utilisant le système légal comme une arme. Ces histoires de grands-pères doivent être racontées, entendues et partagées parce qu'elles portent des leçons qui pourraient sauver la vie de quelqu'un. Votre courage à parler pourrait faire la différence. Dieu vous a mis dans votre famille pour une raison. Ne laissez pas la peur vous faire taire quand quelque chose semble mal. C'est le cœur de toutes les histoires de grands-pères qui méritent d'être racontées. Nous nous battons pour ceux que nous aimons. Si cette histoire vraie vous a ému, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous partageant vos pensées. Abonnez-vous à la chaîne et activez l'icône de cloche pour ne jamais manquer un autre récit puissant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Votre voix compte. Votre histoire compte. Ensemble, nous nous battons pour la vérité. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like. Écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.